question. Monsieur Soussou, je vais essayer de répondre en une fois aux 3 questions. Parce que je crois qu'il y a un lien qui se balade quelque part. On va trouver ça. Très bien. À ces pays. Premièrement, je voudrais faire remarquer que de notre histoire, c'est la première fois qu'un citoyen togolais évoque, à ma connaissance, un crime de génocide au Togo. C'est déjà pas mauvais que d'ouvrir le coin de voile. Bien. Qu'est-ce que je peux faire concrètement? J'avais envie de dire, qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement? En ce qui me concerne, le 6 mars 2006, j'ai déposé plainte contre Faure et tout son clan. Vous pouvez vérifier, cette plainte est pendante devant la justice togolaise. Je l'ai fait. Maintenant, la question c'est qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Parce que c'est trop facile toujours, et moi maintenant je vais vous parler. C'est trop facile d'être assis à Bruxelles, à Paris, à Londres, où que vous soyez, pour dire ceci ou cela. Mais levons-nous ensemble. This is the time, c'est le moment de le faire. C'est pour dire à mon jeune ami qui a parlé tout à l'heure en disant est-ce qu'il n'est pas, le génocide c'est pas trop fort? Mon cher ami, vous savez, devant la justice, on juge les intentions et les faits. Ce que je vous ai dit dans mon discours, je ne l'ai pas inventé. C'est des extraits du rapport des Nations Unies. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous-même, en tant que citoyen togolais, vous pouvez vous saisir de ce rapport et déposer une plainte devant la CPI. Vous allez le faire? Est-ce que vous allez le faire? Maintenant que vous savez qu'il y a eu crime de génocide, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, ce que je dis, c'est que faisons ensemble. Soyons conscients de la situation. Ne croyez pas, c'est dommage parce que j'ai comme l'impression, vous m'excusez, moi je n'ai pas de langue de bois. Je dis ce que je pense et je fais ce que je dis, pour ceux qui me connaissent. Il y a une espèce d'inculturation politique. Comprenez? Vous savez, je vais vous poser une petite question. Avant 98, est-ce que vous auriez imaginé qu'un fils Olympio et un Yadema pouvaient travailler ensemble en toute vérité? Vous aurez pu imaginer? Eh bien, je l'ai fait. Je l'ai fait en prenant d'énormes risques. Vous comprenez? Je l'ai fait, je vous en prie, parce que c'est intéressant. Je l'ai fait en prenant d'énormes risques tout en sachant que je serais incompris. Tellement dans notre mémoire collective, cette guerre est ancrée. Il fallait quand même à un moment donné briser cela. Ceci étant, pour celui qui a dit que j'ai servi Yadema, mais faux, archi faux. J'étais ministre de la République à ma demande. Pour ceux qui le savent, jusqu'à ce que Yadema ne soit enterré, je ne sais pas ce qu'il est passé à Basse-Kaboa, je crois que lui-même il a dit, j'ai été le seul ministre qu'il a eu qui lui a dit non en conseil de ministre. Et pas une fois, plusieurs fois. Il fallait avoir le courage de le faire. J'étais en adéquation avec mes convictions. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Aujourd'hui, l'exil, peu importe. Mais c'est le sens du combat. Mais je l'ai fait. Je n'ai pas servi Yadema. J'ai essayé de servir la République togolaise. Ça n'était pas facile. Très bien. Aujourd'hui, moi je rigole beaucoup. Je vous dis sincèrement, je rigole beaucoup. Quand j'entends toutes ces choses-là, mais dans le fond, quand vous regardez, oh, c'est pas nécessaire de parler des autres, j'aime pas ça, mais en règle générale, il y a beaucoup d'entre nous qui ont, par le passé, servi le régime, mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai salué l'action de Abbas Kaboa. Ce qui est important, c'est la prise de conscience. Comme je l'ai dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et celui qui me dit qu'il n'y a pas de division au Togo,
Je crois qu'il n'a pas très bien compris le sens de mon discours. J'ai dit, et j'ai tenté de démontrer tout au long de mon discours, que la dictature a instrumentalisé la division. La dictature a instrumentalisé la division pour en faire un élément de perduration et de conservation du pouvoir. Je l'ai dit, c'est écrit, je vous donnerai la copie. Vous allez la relire. Parce que je l'ai voulu fluide, ben, je sais que c'est dense. Vous allez relire ça. D'accord? Donc, pour terminer, je viens simplement dire que je suis quelqu'un de... J'ai beaucoup de liberté d'esprit. Je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un, il faut le savoir. Je me bats pour mon pays, je pense que nous tous, nous essayons de le faire. Mais ce que je demande, c'est que essayons de le faire bien, mieux pour demain. C'est l'avenir qui compte. Merci. Oui, il y a une question, comme vous avez fait un ramassis de toutes les questions, il y a une question aussi. Écoutez, entre le père et écoutez, observez la scène politique et faites-en une lecture propre. Croyez-vous que les méthodes d'Eyadema perd, ou plutôt on va dire les méthodes de Faure sont différentes de celles de son père en réalité? Vous en êtes sûr? Je dirais même que celles du fils sont plus cruelles, plus sournoises, cyniques. Quelqu'un m'a dit que j'étais dans le gouvernement avec Faure, mais bien sûr, mon Dieu, allez, si vous avez des amis de l'autre côté, posez-leur la question. Pour eux, j'étais un élément dangereux parce que j'étais libre d'esprit. Vous comprenez? Faure est un... Je n'aime pas, je ne casse pas le sur son dos. Et je ne fais pas du dénigrement. J'aime avoir un langage propre. Les faits que j'ai cités, ce sont des faits réels. C'est l'histoire récente de notre pays. Ce n'est pas du dénigrement. Il faut que vous soyez capable d'accepter et d'entendre la vérité. Réfléchir là-dessus, la digérer pour mieux trouver des solutions positives. Ne rigolons pas avec la politique du pays. C'est notre avenir commun. C'est notre avenir commun. Soyons conscients. Regardez-nous. Regardez-vous. Nous sommes le seul pays subsaharien, comme l'a dit tout à l'heure mon cher ami Amaïso, 2 millions, moi je dis d'exilés sur 6 millions d'habitants. Vous imaginez? 2 millions. Pourquoi? Pour certains, parce qu'ils ont faim. Pour d'autres, la politique. Et même pour ceux qui ont faim quand ils viennent à l'extérieur, c'est pas le Pérou. On sait comment ça vit. Moi-même, j'étais étudiant en France, je sais ce que c'est. Donc, nous devons penser à notre avenir et sortir précisément des faux clivages politiques. Merci. Voilà, merci. Monsieur, je voulais dire rapidement. Je peux vous affirmer que j'ai été très édifié parce que M. Ali Lupu a dit tout à l'heure. J'ai déposé une plainte à la CPI contre le gouvernement togolais, contre Faure Gnassingbé, contre beaucoup de gens. Et je n'ai pas osé aller sur le terrain du génocide. La plainte, c'est pour crime contre l'humanité. Elle est pendante. Je l'ai déposée il y a 3 ans. Je ne sais pas si ça doit, avec l'aide d'un avocat belgo-français, maître Fédéraux, certains peu connaissent ici. Nous avons déposé une plainte auprès devant la CPI. Mais c'est seulement pour crime contre l'humanité. Je peux vous affirmer que la démonstration que M. Alimpio vient de faire m'a édifié. Et je vais m'en servir pour étoffer la peine qui a été faite. Parce qu'en effet, après tout ce qu'il a expliqué, il y a réellement, si vous lisez effectivement le rapport des Nations Unies, je n'ai pas lu ce rapport sur ce temps-là. Bien que je sois professeur d'université, bien que je sois avocat, je n'ai pas lu le rapport sur ce temps-là. Mais sa lecture est très pertinente. Et je vais m'en servir pour et aller maintenant également sur le terrain des crimes contre l'humanité, pour le génocide. Merci. Merci. Il a pu battre le PTP, malgré qu'il y a eu des difficultés, si j'ai bien compris, c'était ça la question.
En fait, dans mon développement, et je dois le rappeler que j'ai été le seul à respecter les 20 minutes. Mes interlocuteurs ont tous eu 1 heure, donc si j'avais eu 40 minutes de plus, je pense que j'aurais pu développer même 20 minutes. Donc sur ce plan, j'ai été discipliné comme un bon Togolais. Et dans la définition de la fraude, comme je l'ai dit, la fraude inclut tous les processus ayant pour objet d'influencer le résultat des élections. Et dans un exemple de fraude, les fraudes portant par exemple sur le corps électoral, M. Abbas vient de le dire, qu'on essaie de précipiter les inscriptions et les recensements. Et ça fait partie effectivement de la fraude portant sur le corps électoral. Et si je lis bien dans mon développement, la fixation de délais courts pour l'inscription sur les listes électorales avec un lieu d'inscription centralisé ou distant ou une procédure compliquée est une partie de fraude. Ça fait partie des méthodes qui sont utilisées pour essayer d'influencer les résultats. C'est-à-dire que si les gens ont un délai court pour aller s'inscrire, donc le résultat final sera qu'on aura un nombre limité d'électeurs qui vont aller s'inscrire et dans le même temps, les électeurs du camp adverse, entre guillemets, eux, ils vont aller s'inscrire et c'est ceux qui se seront inscrits pour qu'ils pourront aller voter. Donc ça fait partie des fraudes. J'ai toute une liste de fraudes que je ne veux pas forcément dévoiler, mais je voulais juste faire comprendre qu'effectivement, M. Sylvanus Olympio a eu les mêmes difficultés peut-être, mais il s'en est sorti. Mais dans le cas d'espèces des élections actuelles au Togo, il faut qu'on focalise notre attention sur les fraudes. Les fraudes ne veulent pas dire forcément brouiller les urnes. Il y a tout un tas de dispositifs. Je pourrais même parler de gerrymandering qui consiste à découper, à faire du charcutage électoral en fonction des populations. Je peux je peux découper dans un sens pour avoir un résultat positif quand je sais que les personnes qui sont dans ce sens-là vont voter pour moi. Donc il y a tout un tas de dispositions qu'on appelle fraude qui peuvent être mises en place pour favoriser tel ou tel camp. Donc je vous le rappelle encore une fois, j'ai eu 40 minutes de moins pour mon développement. Merci. Ouais, merci. Comment faire pour éviter cela au Togo? Merci. Ce n'était pas seulement la corruption, hein, c'était aussi tout le problème de la décentralisation et de la défédéralisation. Vous savez, pour comprendre ces problèmes, je vais essayer d'être le plus simple possible. Un État a besoin de recettes. Là-dessus, il fait des dépenses. Le Togo est un système qui s'est inspiré du système français. Donc un système centralisé, du haut vers le bas, du centre vers les régions intérieures. Donc reprenez maintenant les recettes qui viennent au niveau de l'État central, qui doit redistribuer dans les différentes régions. Le problème est que le processus n'est pas juste, il est asymétrique. Certaines régions reçoivent beaucoup, en ayant des besoins moindres, et certaines régions ne reçoivent pas du tout, et certaines régions reçoivent trop, alors qu'ils n'ont peut-être pas de besoin. Maintenant, quand vous avez reçu, l'utilisation que vous en faites peut faire en sorte que vous ne contribuez pas à la création ni d'emplois, ni de richesses, etc. Donc, revenons à l'essentiel. Si l'État central est défaillant, si l'État central, quand il fait des recettes, je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce que ça peut être les recettes, et qu'il est incapable de distribuer, de remettre là où on a besoin de cet argent, alors vous avez deux choix. Vous supprimez cet État central. C'est ce qu'ont fait les Allemands, c'est ce qu'ont fait les Autrichiens, les Suisses. Un État fédéral, même les Américains. On verra après fédéral, confédéral et tout ça. Soit vous gardez le système centralisé, c'est la France par exemple, sauf que dans ce genre de système, il faut que de temps en temps, une sanction ait lieu. Il faut que le peuple, tous les 4, 5, 6 ans, dise, écoutez, ça ne va pas, change ses représentants et fait en sorte que l'argent qui vient du centre vers la partie décentralisée fonctionne. Au Togo, depuis 50 ans, ça ne fonctionne pas. Donc, comme on ne peut pas jeter le bébé et l'eau, c'est pour ça que j'ai posé la question, si on avait fait ce système, soit décentralisé, soit fédéral, depuis les années 60, on serait certainement mieux lotis. Les pays anglophones, de manière générale, ont tenté d'aller vers ça. Le Nigeria,
fédéral. Bon. Maintenant qu'on a dit ça, je vais vous dire quelque chose. On a parlé ici politique, mais ça peut être très économique. Imaginez que l'argent qui sort du port du Togo, ou des containers, que gère d'ailleurs Bolloré actuellement, et que quand ça sort, ce n'est pas centralisé. Ça ne va pas soit au niveau des impôts ou de l'OME2, mais on se met d'accord, on discute, et on dit, écoutez, le peuple togolais a besoin de sa santé. Donc on se met d'accord que 50% de l'argent du port du Togo va à l'hôpital de Lomé, l'hôpital d'Atapamine, l'hôpital de Kara, etc. Automatique, ça ne passe pas à l'OME2. C'est-à-dire que quand l'argent rentre directement dans les caisses, ça part directement là-bas. Et c'est géré au niveau à ce moment-là de l'hôpital. Soit de Kara, soit de Lomé, soit où vous voulez. Vous voyez bien le système que ça veut dire. Si cet hôpital ne fait pas ce travail, si vous allez, vos malades, vos parents ne sont pas soignés, vous allez changer le directeur, vous allez changer les responsables, vous allez changer les infirmières. Si en plus on se mettait à voter pour ce directeur, ce responsable et ce médecin, vous voyez bien que vous allez contribuer à changer le système, de manière pacifique. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'Al-Qaïda. Donc réfléchissez bien au système décentralisé qui part maintenant du bas vers le haut. Alors maintenant, quand ça part du bas vers le haut, vous pouvez demander plus de ressources, parce que vous avez plus de monde. Et puis une région qui a moins de monde, qui a besoin juste d'un dispensaire, n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Donc il y a une péréquation qui va se faire entre les discussions des différentes parties. Et donc nous avons un système décentralisé. D'ailleurs, la France a des problèmes là-dessus. Sa décentralisation ne marche pas à cause de ça, fondamentalement. N'oubliez pas les représentations, c'est qu'elle a créé du centre vers le bas. Il n'y a que des intermédiaires, il y a la région, il y a le département. Tous ces gens, il y a des représentants qui sont tous payés. C'est de l'argent qui floue. Donc l'idée est quoi? C'est de faire en sorte que les recettes qui rentrent dans l'État aillent directement dans la sous-région. Si possible, quand elles peuvent être produites dans la sous-région, qu'elles restent d'abord dans la sous-région. L'État prédateur togolais refuse cela. Quand vous montez mettre une entreprise, j'ai vu des cas où on m'a demandé des impôts à des amis qui voulaient s'installer 6-7 ans avant que l'entreprise n'ait été créée. 7 ans. Je ne parle pas de l'électricité, mais je peux en citer d'autres. Donc c'est un État mafieux. Hein, on ne peut pas en économie fonctionner s'il n'y a pas de transparence et s'il y a la... Parce que le mafieux, en fait, c'est un fainéant. Il ne travaille pas. Il attend seulement que vos ressources soient reconstituées et puis se l'accapare, puisque c'est un État. C'est le fait du prince. Il se lève, il prend. Alors vous avez le choix. Vous jouez le jeu. Mais cet État n'a pas de fin. Aujourd'hui, il vous aide. Il vous aspire comme un aspirateur. Mais une fois que vous êtes aspiré, qu'il a senti votre faiblesse, il vous démonte. Et donc vous quittez. Vous râlez. Donc il faut cesser de donner longue vie au système. Il faut empêcher qu'il respire fondamentalement. Donc il faut trouver les sources. Quels sont les éléments qui soutiennent cela? Un dernier combat là-dessus, très important. Est-ce que vous savez qu'il y en a un conseil d'investissement au Togo qui décide en fait de l'investissement à faire au Togo? Savez-vous que c'est dirigé par, en gros, une femme blanche? Je tairai le nom ici. Mais pour ceux qui se connaissent un peu, elle dirigeait avant le système de l'uranium français. Et son homologue, qui s'appelle Bolloré, lui dirige celui de Burkina Faso. Donc quand on parle d'indépendance, revenez à cette histoire d'indépendance économique. Le temps court vite, je ne veux pas m'étaler. On a un petit repas après, donc ceux qui ont des questions là-dessus, venez me voir. Un dernier point sur les recettes. Faites encore attention aux recettes. Il y a des recettes qui passent par l'État, ce qu'on appelle nous la fongibilité du budget de l'État. C'est-à-dire que quand l'Union européenne, quand la France, quand l'État lui-même organise quelque chose, tout va dans un pot commun. Et puis l'État décide, je donne tant pour les retraites, je donne tant pour ceci, ou je ne donne pas du tout. Ce sont des arbitrages, des choix. Bon. Pourquoi on doit laisser cet État le faire s'il est défaillant, s'il le fait mal, si c'est asymétrique? Pourquoi ne pas laisser aux régions? L'idée même des États-Unis d'Afrique, de l'Union africaine, c'était ça. C'était faire que même les petites régions à gauche à droite sont déjà dans l'esprit africain des régions et des sous-régions. Pour que l'autonomie de la finance locale se fasse au niveau local. Encore une fois, c'est l'économie de proximité. J'ai toute une théorie là-dessus, quand vous avez le temps, je peux vous expliquer. C'est très très important. Un tout dernier point qui est lié maintenant à la corruption. La corruption, elle est très vaste. C'est la fraude fiscale. Quand vous volez l'argent au Togo, carrément, elle fait un ministre des télécoms au Togo, et qui va acheter une maison aux États-Unis. Quand il a acheté sa maison, il a la carte verte, donc il peut rester 10 ans aux États-Unis. Quand les Américains ont vu que l'argent commençait à finir, qu'il n'était plus intéressant, ils l'ont revendu à fort. Sa maison, on va trouver un moyen de le lui récupérer. Vous voyez, l'occidental n'est pas fou. Pourvu que l'argent que vous avez épargné, vous avez travaillé, vous, revienne chez lui. Et tous les moyens sont bons. Donc, il est parti. Mais quand il propose les Nations Unies, moi j'ai fait 20 ans aux Nations Unies, donc il
faut que je lui explique comment fonctionnent les Nations Unies. Qui sont les conseils d'administration? Moi, noir, quand je parle à un Américain aux Nations Unies, on me dit « tais-toi ». Je mange à tout, mais lui mange McDonald's. On ne peut pas se comprendre. C'est très compliqué, à marge c'est compliqué. Non, je vous dis ça parce que c'est comme ça que ça se passe. Je n'ai pas un pouvoir pour l'influencer dans la cohérence de ce que je dis. Et si en plus ma cohérence est meilleure que le sien, il te fout dehors, tu ne vas pas à la prochaine réunion. C'est comme ça que ça se passe. Donc, quand Maître Zeus disait tout à l'heure qu'il n'a pas osé aller jusqu'au génocide dans ces pays, qu'il a préféré s'arrêter au crime contre l'humanité, je sais qu'il apprécie le raisonnement qui a été fait ici, parce que j'ai aussi un doctorat en droit, mais je lui donne raison pour une autre raison. Il ne faut pas non plus demander ce que vous savez déjà d'avance, ils ne vont pas vous accorder. Ne vous trompez pas dessus. Parce que le génocide au Rwanda ou des pays de l'Est, mais ils ont attendu que ça se passe. Je vous dis que j'étais aux Nations Unies. Kofi Annan savait qu'on allait tuer des gens au Rwanda. Il savait tout. S'il avait dit qu'il n'était pas d'accord, il n'était pas secrétaire général des Nations Unies. Faites attention aux carrières, faites attention où les gens se positionnent. Donc c'est très important d'être très subtil. Et vous pouvez faire des gradations. Il peut avoir fait ce qu'il a fait, maintenant il monte en grade, il avance le dossier. Ce n'est pas un problème. Mais si vous allez trop vite, on vous dégage. Parce que, attention, le problème au fond, c'est qu'il ne faut pas gêner les intérêts de ceux qui nous colonisaient. Donc il faut qu'on trouve un moyen que le gars continue à garder ses intérêts et qu'en même temps, nous puissions fonctionner. C'est pour ça que l'Union européenne, je l'ai attaqué plusieurs fois, de quel droit ils continuent à faire la fongibilité? C'est-à-dire qu'ils prennent l'argent de leurs contribuables, qu'ils donnent au Togo, au centre, alors que ce pays, on sait depuis 50 ans, ne distribue pas bien cet argent. Pourquoi l'argent ne va pas à l'hôpital? Pourquoi l'argent ne va pas dans l'éducation? Pourquoi l'argent ne va pas dans la formation professionnelle? Et je peux en passer d'autres. Ouais. Et la société civile, je finis dessus. On a 5 millions sur le fonds FED pour la société civile. Il y a des curés qui se sont levés pour devenir des médiateurs de la République, hein, qui veulent faire la justice, la vérité, etc. Ils bouffent là-dessus. Alors qu'il y a des gens qui sont de la société civile devant nous ici, qui peinent pour pouvoir faire leur marche. Que fait l'Union européenne? On ne peut pas leur donner des sandwichs pour faire leur marche? Alors qu'on donne à manger des gens qui font la prière, que Dieu ne leur a pas donné que l'hostie pour qu'ils grossissent tous les jours? Non, il faut dire la vérité aussi. Il faut que nos églises, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais nos églises, là, il faut qu'ils soient sérieux. Je ne les ai pas entendus sur les 2 enfants qui sont morts. C'est pour ça que j'ai dit que Fort, il va être grillé éternellement. Merci. Merci, monsieur Amécho. Nous allons entamer la deuxième série. Moi, je suis du sud du pays. J'ai des amis du Nord, j'ai des frères du Nord. Je ne voudrais pas qu'on se mente, qu'on se voile la face. Quand nous étions enfants, dans le sud du pays, on nous a éduqués, on nous a mis dans la tête des choses horribles. Vrai ou faux? N'est-ce pas? Alors pourquoi voulez-vous ne pas tenir compte de ce problème grave? Pourquoi voulez-vous fermer les yeux? Tous les observateurs de la vie politique togolaise qui sont sérieux, qu'ils soient togolais ou étrangers, nous parlent de cette impérieuse nécessité de faire la réconciliation du peuple avec lui-même. C'est une condition sine qua non si nous voulons rebâtir notre pays. Vous savez, je n'ai pas besoin de dire sur tous les toits ce que je fais, ce que je ne fais pas. Moi aussi, je vais à l'Union européenne, au Parlement, au Quai d'Orsay, etc. Mais je tiens à dire à ceux qui sont encore sceptiques, vous allez entendre dans les semaines, dans les mois à venir, la question du génocide du Togo va être posée sur le plan international. C'est un élément de lutte. Ne pensez-vous pas que c'est un élément de pression sur le pouvoir? Réfléchissons en profondeur. Maintenant, quant à la question à savoir est-ce qu'il faut juger fort au Togo ou ailleurs, j'ai simplement envie de dire à mes camarades, à mes concitoyens, je dis les libertés sont universelles. Il n'y a pas de liberté pour le Togolais, une autre liberté pour le Cambodgien, une autre liberté pour l'Américain. Les libertés sont universelles. Et lorsque la communauté internationale établit un cadre juridique qui lie tous les pays du monde, y compris le Togo, eh bien, nous sommes contraints de nous soumettre. Si
le Togo avait les moyens de juger un crime de génocide, bingo, on le fait au Togo. Mais au jour d'aujourd'hui, la réalité, c'est que notre justice est même incapable de dire le droit sur des petits faits. Moi, j'ai été jeté en prison, accusé de tentative de quoi? Fabrication de détention d'armes de guerre. J'ai vécu la prison dans ma chair, 141 jours. Alors ceux qui disent là, comme ça, que j'ai craché dans la soupe, ben, cette soupe ne m'a jamais nourri. Vous ne connaissez pas l'histoire, mon histoire politique. Cette soupe ne m'a jamais nourri. Et si vous voulez savoir quelle est l'intensité de mon intime conviction, la force qui me porte à vouloir me battre pour le Togo, alors j'aimerais qu'on s'asseye, vous et moi, je vais vous donner quelques pans de cette force-là. Mais retenez que moi, Harry Olympio, quand j'ai dit, je fais. De la même façon que je vais le dire aujourd'hui, je vais revendiquer, parce que je l'ai fait déjà par ailleurs. Vous savez, le 11 février, Maître Javoin là, je parle sous son contrôle, c'est un fait historique. J'ai levé la population contre le coup d'État de Fort. Vous avez sans doute appris aussi que je suis en exil parce qu'on m'a accusé de tentative de coup d'État. Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait. Vous êtes nombreux à le faire? Je l'ai fait pourquoi? Pour mon pays, pour essayer de libérer le pays, notre pays. Et avec ça, je ne rigole pas. Je ne rigole pas avec ça. Merci. Mais seulement le discours que je tiens aujourd'hui, je vais vous le dire. Vous savez, quand vous regardez l'histoire d'un grand homme que nous admirons tous, Mandela, Mandela a utilisé les moyens pacifiques pour essayer de sortir son peuple du joug de l'apartheid. Mais quand il a vu qu'il n'était pas écouté, quand il a vu que cette démarche pacifique a montré ses limites, qu'est-ce qu'il a fait? Vous connaissez la vie de Mandela? Il a posé des bombes. Mais cela n'a pas enlevé dans son cœur la graine de la réconciliation qu'il a faite plus tard avec son bourreau de Klerk. De la même façon, juste pour tirer un petit parallèle, eh bien, cette graine de la réconciliation, je la porte au fond de moi. Et nous devons ensemble le faire. Ne nous voilons pas la face. Aujourd'hui, il est temps, comme je l'ai dit, de faire oublier nos divisions. Il est temps qu'on fasse une convergence d'actions et d'idées pour sortir le pays de cette situation. L'alternance est à ce prix. Je termine sur un point important. Ils ont parlé de rébellion. Excusez-moi. C'est des problèmes graves. Vous savez, nous regardons autour de nous. Vous savez, la rébellion, c'est pas compliqué, hein? Moi, j'ai acheté des armes avec mon argent. Ça m'a coûté des centaines de millions. Vous savez, un Kalash, ça coûte 20 $. Ça coûte 20 $. Mais aujourd'hui, je ne me vois pas en train de vous distribuer des armes pour aller combattre Fort et sa clique. Je n'enverrai jamais personne à l'abattoir. La solution, elle peut être républicaine. La solution, elle peut être pacifique. Si tant est que nous arrivons à mobiliser les énergies, avoir cette unicité d'action, si tant est que dans l'opposition, nous oublions tant soit peu cette petite connerie, je le dis comme ça, excusez-moi, cette connerie de leadership. Nous voulons libérer le pays, libérons-le. Après, le peuple va décider, va choisir, va élire son président. Pardon de misère de Paul Banane à la con. Je dis ça suffit comme ça, il faut qu'on se lève. Merci, monsieur Olympio. On a compris, monsieur Koussa. Monsieur Abbas Kaboua a complété en parlant de médiateur, non de facilitateur. Nous ne voulons plus de facilitateur. C'est fini. Je suis juriste, c'est de quoi je parle. Le médiateur n'a aucune influence, le facilitateur n'a aucune influence sur le dialogue. Alors que le médiateur peut agir. Et une fois que le dialogue sera terminé et qu'il y ait des conclusions, le médiateur peut toujours continuer à agir. Alors que le facilitateur
C'est comme quelqu'un, en matière commerciale, nous appelons, vous savez, il y a la différence entre les intermédiaires, celui qui est juste qui met les gens en contact et qui conclut une affaire, et celui qui représente les gens pour conclure une affaire, c'est totalement différent. Bon, donc nous voulons plus de facilitateur, nous voulons un médiateur, mais choisi de façon consensuelle. Voilà. Dire que c'est comme Michel Olympia qui parlait de médiateur des Nations Unies, il se peut qu'il soit médiateur des Nations Unies, mais qu'il ne soit pas quelqu'un de valable, fiable. Parce que le pouvoir togolais a des moyens d'action assez puissants. Il a une capacité de nuisance extraordinaire, capacité d'achat de conscience extraordinaire. Vous savez, il n'y a que moi qui arrive à leur dire que personne ne sera jamais suffisamment assez riche dans le monde entier pour acheter en liberté. C'est clair. Je leur ai dit. Aucun milliard de francs ou des centaines de milliards ne suffiront pas pour m'acheter. C'est clair. Je leur ai dit. Donc, il y a des gens, même des politiques internationaux, qui se laissent acheter. Nous avons vu de prestigieux ministres français venir à Lomé se faire acheter. Nous avons vu de prestigieux ministres belges et parlementaires belges venir à Lomé se faire acheter. C'est que nous voulons savoir exactement qui va faire le travail. Ce n'est pas que quelqu'un qui doit être parachuté comme médiateur et venir faire le travail pour nous. Il faut que nous soyons d'accord sur ça. Deuxièmement, on nous a parlé d'équilibre des forces. Moi, j'ai parlé d'équilibre des forces. Et je sais de quoi je parle, je pèse mes mots. Ça peut être équilibre des forces qui peuvent être les mêmes, comme ça peut être l'équilibre de forces différentes, mais qui s'équilibrent. Je m'explique. Mais je m'explique. Vous pouvez avoir l'armée d'un côté, et vous pouvez avoir la puissance du peuple de l'autre. Les deux peuvent faire l'équilibre. En 2005, lorsque Ayopi a mis les gens dans la rue, et que moi j'ai créé le CASCOT, le collectif des associations, de la société civile et des associations syndicales, qui regroupait 143 associations et syndicats, et qui est descendu dans la rue le 20 février, après à l'Olympio, le 20 février, descendu dans la rue, à la grande marche des femmes, qui a vu pour la première fois des centaines de milliers de Togolaises et de Togolais dans la rue en rouge. 5 jours après, Faure a démissionné. L'équilibre a été fait. Et même, l'équilibre s'est penché du côté du peuple. Maintenant, vous avez un autre équilibre. Vous avez la force des gens qui sont de l'extérieur. Vous avez la force des puissances étrangères. Vous avez beaucoup de forces. Chaque fois qu'il y a une force d'un côté, vous devez mettre un poids dans la balance, nécessairement, pour équilibrer la force. Ce que nous n'avons pas réussi à faire jusqu'à présent, nous avons réussi à le faire qu'une fois. Aujourd'hui, nous sommes sûrs, et nous le disons, nous le répétons, que nous pouvons rééquilibrer les forces. C'est clair. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Je n'exclus rien du tout. Je n'exclus aucune force. Je n'exclus rien du tout. D'une manière ou d'une autre, il faut que les forces s'équilibrent et que nous puissions faire pencher la balance de l'autre côté. Parce que 50 ans de pouvoir, ça suffit. C'est clair. Concernant l'équipe des forces, on a parlé également, quelqu'un a parlé de rébellion. Moi, je parlerai plutôt d'insurrection. Oui, l'insurrection fait partie des armes que nous avons, des poids, des forces. J'en ai parlé à Lomé, je ne me cache pas. Les ambassadeurs m'ont parlé, vous voulez parler de l'insurrection. Oui. La constitution togolaise a prévu l'insurrection en cas de coup de force. C'est dans la constitution togolaise.
L'article 150 de la Constitution togolaise. Et ce puissant levier, nous pouvons l'utiliser. Nous pouvons mener l'insurrection dans le pays et faire partie de ce pouvoir. Et ça va venir. C'est clair. Merci, monsieur. On n'a pas besoin de Kalachnikov nécessairement. Autre chose, allez. Autre chose, je vais vous dire. S'il vous plaît, vous permettez encore 2 minutes. Vous savez pourquoi le pouvoir actuel a peur du CST? Parce que le CST regroupe en son sein toutes les ethnies du Togo. À ce moment-là, lorsque nous serons ensemble, et lorsque nous allons combattre jusqu'à la fin, ensemble, vous verrez, le problème de réconciliation sera très facile à faire. Lui, il est Kabylie. Moi, je suis Mina. Il y a des Mouba. Il y a des gens de Sioubalou. Il y a des gens de Sioubalou. Il y a des Kifane Babou. Il y a tout. Il y a des Mouba, il y a des Tchokossi. Il y a tout. Et Fort Nassibé et son pouvoir ont peur de ça. Parce que le jour où ces gens vont prendre le pouvoir, le mythe du Nord et du Sud sera terminé. Merci. Nous allons rapidement passer à d'autres questions, mais il faut qu'on soit bref. Monsieur Abbas, que vous sachiez ceci. L'armée togolaise a de nouveaux statuts. C'est extrêmement important. Ces statuts ne sont pas appliqués pour la simple raison que c'est le ministre à l'époque, le demi-frère Pacha, le Fort Nazingbe, donc Pacha Nazingbe, qui a élaboré ces statuts. Donc il est allé s'inspirer sur le modèle gabonais, ivoirien et français. Pourquoi? Parce que l'opposition a toujours réclamé que nos militaires, le niveau soit un peu relevé. Ce sont mes frères cultivateurs. Quand ils finissent les valas, on les amène à Lomé. Et je vais vous donner un exemple. Il y a un jour qui a demandé la carte d'identité de quelqu'un, parce qu'il était en patrouille. Et le monsieur a remis la carte d'identité et il a tourné la carte. Donc il dit, c'est toi barbu comme ça. Parce que les cheveux, nous ne voulons plus cela. C'est pour cela que Pacha à l'époque a discuté avec beaucoup de responsables politiques. Moi avec même Maître Ajamon Zeus, j'ai fait plus de 200 heures de discussion avec ce monsieur et je lui ai dit aujourd'hui donner la chance à nos frères du Nord quand ils quittent l'armée de devenir des petits gardiens et tout pour compléter leur pension. Vous savez combien ils ont comme pension, mesdames et messieurs? Là, ce n'est pas de la rigolade. Il est là témoin. 4500 francs CFA. Et quand le gars va à la caisse pour prendre sa pension, il amène 500 et on lui remet le billet de 5000. Je crois que c'est psychologique. Vous savez, il y a des gens qui ont 9000 CFA comme pension de retraite aujourd'hui, après 30 ans de service, 6000 et tout ça. Mais c'est extrêmement grave. Vous savez, quand M. Fort Nazingbe passe par ici, combien est-ce qu'il loue l'avion? 200 millions CFA par jour. Sans compter, quand il veut voyager, on racle tout ce qu'il y a comme devise dans les sociétés d'État pour constituer son pactole de voyage avec les nénettes, avec qui ont les chaînes aux pieds, les chaînettes là, et tout, les fesses comme ça, et puis les pigeons viennent se poser sur ça. Ça, c'est fini. Je voudrais également terminer maintenant en vous disant ceci. Ouvrez bien les yeux, parce que je dis l'équilibre des forces, je vous ai dit, il y aura la solution extrême s'il le faut. Parce qu'aujourd'hui, notre constitution n'existe plus. Faites très attention. Mais nous avons des amis. Vous savez, si ça ne tenait qu'au cas Arc-en-Ciel, seul Arc-en-Ciel allait déjà répondre présent pour ces élections. Pourquoi Arc-en-Ciel s'est ressaisi? L'article 66 dans la Constitution de octobre 1992 disait ceci. Le président de la République nomme le Premier ministre
dans la majorité parlementaire. Ils ont toiletté cela entre-temps. Et l'article dit ceci, aujourd'hui. Le président de la République nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions. Vous pensez que dans un état normal, Aoumé Jounou peut être président du Togo? Votre Premier ministre, vous ici, répondez-moi honnêtement. Est-ce qu'il peut? Il a été battu lamentablement par une femme. Aucune femme ne me battra sauf Oli. Je dis, il a été battu. Il a été battu lamentablement par Isabelle Amegami appelée lors des dernières élections législatives. Vous savez combien il a eu? Tenez-vous bien, il était ministre de l'Intérieur, co-organisateur des élections. Il a eu 0,02%. 0,02%. Et dans un pays sérieux, vous pensez qu'un type comme ça peut être ministre? Non. Nous allons... Vous allez voir ce qui va se passer. L'article 66, là. Demain, si nous sommes majoritaires, ok? Désormais, le Togo va compter 91 sièges au Parlement. Nous aurons, ça c'est moi qui vous le dis, je le passerai ici. Nous aurons 85 sièges sur les 91 si nous allons à ces élections. Mais, M. Fonazine va vous sortir le sosie d'un autre Aoumé Jounou. Cette fois-ci, c'est les deux qui vont commencer. Merci, M. Kamoua. On vous a compris. On va passer aux deux dernières questions rapidement. La question, le statut de l'armée. Le printemps arabe est-il possible au Togo? J'ai une contribution pour les amis du CST que j'aimerais peut-être qu'ils en discutent avec les autres partis politiques. Nous avons commencé les activités de la diaspora pour essayer de nous mobiliser depuis peut-être 2004-2003. Et la question du droit de vote des Togolais de l'extérieur s'est posée. Et pendant toutes ces années, nous n'avons reçu aucun soutien des partis politiques. Ce qui a fait que la mobilisation n'a pas été comme on l'avait souhaité. Et l'effet boomerang aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas mobilisés, vous avez besoin de nous, et nous sommes dispersés. Donc, c'est une question que j'aimerais que vous discutiez avec les autres. Nous avons été lâchés par les partis politiques. Ils sont partis signer l'accord politique global, je ne sais pas quoi, ils ont discuté, mais ils n'ont jamais soutenu la diaspora dans son désir d'obtenir le droit de vote. Une chose. Deuxième chose, la diaspora est principalement sollicitée quand il s'agit d'argent. Donc, dans un terme clair, ça veut dire la diaspora, c'est la vache à lait. Quand il s'agit de payer, on est là, mais quand on propose des idées, on nous traite de vous là, vous êtes à l'extérieur, vous fumez du shit ou des choses comme ça. Et après, on revient, on a besoin. Donc, il faudrait qu'on commence que les partis politiques, ils nous prennent au sérieux. On n'est pas là que pour payer, on a des idées, même si elles sont peut-être à mille lieues de ce qui se passe sur le terrain, on veut quand même être pris au sérieux et que nos idées soient prises en compte. À ce moment-là, on pourra faire quelque chose ensemble. Là, pour le moment, on est démobilisé parce que les partis politiques n'ont rien fait. Et là, il faut qu'on recommence à zéro, les lois, tout ça, ils sont au courant. Donc j'aimerais quand même que les partis politiques, à un moment donné, qu'ils ne viennent pas ici entendre il est beau, il est gentil, mais qu'ils ont vraiment merdé. Donc j'aimerais ce premier message qu'ils le comprennent. Deuxième message, on est prêt bien sûr à aider, mais pas seulement à aider avec l'argent, on a aussi des trucs dans la tête. Voilà, merci beaucoup. Bravo. Merci, M. Maïjo. Je peux répondre 2 minutes à cette question. Merci beaucoup. Je pense que CST doit séparer deux choses. Le recensement, le fait de nous compter, et le vote. C'est très important de séparer. L'exemple que vous avez donné au Ghana et ailleurs, c'est très très pertinent. Vous verrez que c'était de la fraude. Donc, il faut nous recenser. Nous ne sommes pas des fantômes. C'est important. Nous sommes 8 155 000, peut-être plus. Aujourd'hui, c'est 6 millions. Et ça a des conséquences terribles sur les chiffres que je vous donne, qui sont tous faussés, puisqu'on est plus. Sur un certain nombre de choses, sur la santé, bon, je ne vais pas dans le détail. Donc il faut insister que nous... Ça donne, et ça revient à ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'on a le sentiment d'être appuyé. Dès lors qu'on est recensé, il se passe autre chose. Il faut que nous soyons le prolongement de vos actions. Pas que nous soyons des actions autonomes ou isolées, non. Soit le prolongement de ce qui se dit
sur le terrain. Ça, c'est un gros débat, problème que nous avons dans la diaspora. D'où les messieurs et madame Yaka, que vous avez bien dénoncé. Donc, si nous sommes le prolongement, il n'y a pas de problème. Mais attention, le prolongement ne veut pas non plus dire qu'une décision prise à Lomé s'applique à la diaspora, parce que la diaspora est autonome. C'est ça le problème. Donc, quand ça vient à la diaspora, libre à la diaspora, chacun dans son espace, d'apprécier et vous vous rejoindre. Et je pense qu'on ira vers l'unité, ce qu'il a dit depuis le début de cette histoire. Je vais clôturer ça. On m'a demandé pourquoi la diaspora. Comment la diaspora, on est entre nous ici, donc il faut se dire la vérité. La diaspora ne paye pas. La diaspora ne paye pas à la diaspora. La diaspora paye au pays. Mais quand il paye au pays, je vous ai donné les chiffres, il paye à sa famille, il paye à son parent, et de temps en temps, aux gens qui font des actions. Il nous a dit, c'est le marché qui permettait de soutenir ces C'est ça. Quand on fait les réunions, les gens qui sont mis les réunions, est-ce que vous venez? Si on ne met pas tes dansants, soirées dansantes, jolies femmes, on ne vous voit pas. C'est la vérité. Bon, CNDT, Conseil mondial de la diaspora togolaise, a dit on va donner 1 euro par semaine. 1 euro par semaine, ça fait 52 euros par an. 1 euro par semaine. Vous donnez l'ordre à votre banquier qui enlève 1 euro automatique. Dans l'Union européenne, ça ne coûte rien. Je ne veux pas dire le montant qu'ils ont eu, c'était ridicule. 3, il nous faut devenir démocratique. Il faut se dire la vérité. On ne peut plus élire un président d'une association de la diaspora par acclamation. C'est clair. Par acclamation. On vote. Tu passes, tu passes. Et un mandat de 1 an. Je suis un grand défenseur des femmes. Donc, ça doit être alternatif. Le prochain, c'est une femme. Et après, c'est un homme. Attention, elles sont 51% de la population. Elles maîtrisent la plupart des arcanes. Quand Coca-Cola arrive à prendre un Coca-Cola qui arrive à Lomé, et que ça arrive au fin fond du village togolais glacé, ce sont les femmes qui font le circuit de distribution. Vous ne pouvez pas les lier. Je vais arrêter là-dessus. J'ai une proposition pour le CST. Le médiateur et l'équilibre des forces dont vous avez parlé m'a beaucoup intéressé. Je vais plutôt vous dire ce qu'il ne faut pas faire. On ne peut pas, je suis d'accord, on ne veut pas de facilitateur. Vraiment, notre ami de Burkina, il n'a vraiment qu'à rester là-bas. Maintenant, le médiateur ne peut pas être un ancien pays colonisateur. Dans l'Union européenne, par exemple. Écoutez bien. Donc, on ne peut pas avoir la France. Donc, on ne peut pas avoir l'Allemagne. On ne peut pas avoir les Pays-Bas. Ça commence à faire beaucoup de monde. Les Espagnols, les Italiens, ils ont tous colonisé. Vous allez voir qu'il ne reste pas beaucoup. Il y a les Scandinaves, il y a l'Autriche, et quelques-uns des pays de l'Est là-bas. Ces gens, par rapport à nous, sont neutres. Certains d'entre eux sont même très riches, qui peuvent même financer tout en se passant de l'Union européenne. C'est pas parce que je suis en Autriche que je défends les Autrichiens. Ils sont discrets, les gens les traitent de tout ce que vous voulez, racistes, tout ça. Mais vous savez que dans l'Union européenne, il y a un pays qui n'a jamais reconnu Fonia Sigler en 2005, 2010, c'est l'Autriche. L'Autriche a dit à Madame Merkel de l'Allemagne, ne recevez pas Fonia Sigler. Bonfaux est venu, président de l'Assemblée nationale, on lui a dit allez voir Maïso à Vienne et il va vous parler. Bonfaux a refusé de me voir. Je dis mais Bonfaux ici, mais c'est ma chasse gardée ici. Moi je chasse sous les gibiers ici, tu ne passes pas. Il est rentré chez lui bredouille. Donc quand on a dit à Madame Merkel de ne pas faire, elle n'a pas écouté. Madame Merkel n'a pas écouté. Elle s'est dit non, 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 dans cette histoire, moi je vais soutenir une femme. Voilà comment, en gros, bon, c'est des PA, Diamago, bon, tout ça. Elle s'est plantée. Mais les Allemands, c'est les Allemands. Ils ne supportent pas de s'être trompés. Donc aujourd'hui, vous avez vu les chiffres que je vous ai donnés. La France est à 180 millions, une dictature togolaise, elle le soutient, en tout cas jusqu'à 2010. L'Allemagne, elle n'a pratiquement rien. Donc voici les pays sur lesquels il faut s'appuyer. L'Autriche, l'Allemagne, les pays scandinaves. Et pourquoi je vous dis ça? Sachez bien que l'Union européenne, c'est très démocratique. Certaines décisions se prennent en 24 heures ou 48 heures, par email, au niveau du ministère. Et c'est le Conseil européen, donc les chefs d'État européens qui prennent la décision. Donc l'objet de notre lutte, c'est quoi? C'est de mettre en minorité la France, au sein de l'Union européenne. Vous voyez que la lutte devient un peu plus compliquée, mais elle n'est pas impossible. C'est la mobilisation qui va le faire. Ils ont horreur qu'on dise que l'argent des contribuables européens sert mal au pays. Et que l'argent des contribuables, les 180 millions, ne sert pas à la population togolaise, mais finance les docks et autres de Bolloré au Togo. Et là où les coopérants militaires, ce qui fait que l'armée togolaise, les 500 qui sont allés au Mali, qu'on croyait des Togolais, mais ils ont déjà été contrôlés et gérés par un soldat ou bien un militaire français. Donc ils n'ont pas de problème d'aller être gérés au Mali. Donc très important, et préciser toujours
que ce ne soit pas quelqu'un qui ait des histoires ou des antécédents coloniaux, et indirectement, ça réduit le nombre de gens. Et du coup, sans le savoir, vous donnez mention à ces pays-là de pouvoir se réveiller. Parce qu'ils sont petits aussi dans l'Union européenne, vous voyez. Et donc s'ils viennent face à l'Allemagne crie, tout le monde parle. Troisième élément, très rapidement, je ne veux pas revenir sur le statut de l'armée, mais il y a un point très important. Il ne faut pas qu'on mélange quand même tout. Et Abbas l'a dit, il y a quand même des gens dans ce pays, hein, quand on regarde la carte à l'envers, mais ce n'est pas l'armée, qu'on soit sérieux. Ce sont des chômeurs qui n'ont pas eu une formation. Ils ont besoin de formation. Et on peut les mettre dans des tas de travaux pour aider la société, pour les réconcilier avec le peuple togolais. S'ils font les routes, s'ils font des chaussées, des voies, un tas de choses dans la voirie qui nous intéressent, mais comment on va les intégrer rapidement même? Donc vous voyez, c'est d'abord ça. Il faut donc une armée professionnelle qui soutient cette population et qui ne frappe pas sur cette population de grâce. Alors, quelqu'un a dit, si la marche échoue, mais attendez, est-ce que vous savez ce qu'on appelle une lutte? Si vous doutez au départ de votre lutte, je ne sais pas où vous allez aller. Même Dieu, là, il y a des gens qui croient et des gens qui ne croient pas. Hein. Mais tout est toujours là, une fois de doute. Donc, à un moment donné, vous rentrez dans la notion de foi, vous devez croire votre lutte. Vous avez raison de poser la question, il ne faut pas l'évincer. Mais attention, dès lors que vous la posez, vous devez poser aussi les conditions qui font que vous allez arrêter la lutte. Donc, ça veut dire que si on vous donne à manger, vous allez quitter? Il faut trouver systématiquement des ressorts nouveaux, des intelligences nouvelles, pour ne pas permettre à ce système de continuer. C'est ça le fond du problème. Alors je vais vous donner, comment on fait ça? Mais il faut donner une capacité de nuisance. La nuisance, elle a deux formes. Elle peut s'attaquer directement à Fonia Singbe et toute sa clique. Mais il faut que les Occidentaux jouent le jeu. C'est ce que je dis. Je demande à l'Union européenne de faire comme les États-Unis, d'aller fouiller sur les biens mal acquis de Yadema, d'identifier les montants que nous connaissons. Dans un an, très rapidement, l'Union européenne va peut-être sanctionner l'Autriche et le Liechtenstein et puis le Luxembourg pour les comptes bloqués, ou les comptes secrets, pardon, dans lesquels vous serez étonné de savoir combien de Togolais. Si on ouvre ces comptes, mais on va trouver de l'argent. Et que d'aujourd'hui, on dit que cet argent rentre au peuple togolais. On verra après s'ils prennent leur commission et tout. Donc ce sont des choses beaucoup plus profondes qu'il faut. Il faut donc cette capacité de nuisance. Attendez, elle doit être républicaine. Attention, là où je me... Elle doit être républicaine. Vous ne pouvez pas faire ça en tapant sur le coupé sur tout le monde. On va continuer de manière informelle. Non, je finis. Parce que tout ça, c'est lié aussi à la notion de plateforme panafricaine. Elle existe à Paris, elle existe dans un certain nombre de pays. Encore une fois, quand on invite, les gens ne viennent pas. On a créé des sites, vous n'écrivez pas. Comment un intellectuel de la diaspora n'écrit pas sur son secteur? Vous êtes boucher, écrivez sur la boucherie. Vous êtes pâtissier, écrivez sur la pâtisserie. Ça intéresse toujours quelqu'un. Vous n'agissez pas. Pour ça, je dis d'ouvrir sa gueule. Vous n'agissez pas. On ne peut pas seulement manger, il faut aussi offrir. Et je finirai sur la notion d'impunité. Tout ça là, je ne veux pas dire mieux que ce que les gens sur le terrain disent. Tout ça, c'est lié à la vérité des urnes. Donc si on doit attendre que ça vienne, c'est un peu compliqué. Donc il faut trouver un moyen de lutter ensemble. Il faut d'abord se rencontrer, parce qu'on ne se comprend pas non plus. Il y en a qui parlent français, qui parlent espagnol, qui parlent allemand, etc. Il faut d'abord se comprendre. Deux, on n'a pas dit aujourd'hui ici, mais c'est le dernier point. Qu'est-ce qu'on fait une fois que ce monsieur part? Il peut démissionner, il peut se faire attaquer par un coup d'État quelconque, les Occidentaux peuvent le rouler en lui donnant plus d'argent. Pour la première fois, France 24 commence à s'attaquer à ce monsieur. Vous savez, c'est une révolution chez les Français. Une révolution, ça veut dire qu'ils ne sont plus d'accord que les groupes d'intérêt des investisseurs étrangers français au Togo continuent à les acheter, eux, en tant qu'État. Et c'est possible sous le système de Hollande tel qu'on a aujourd'hui. Donc vous voyez, la lutte est beaucoup plus complexe. Donc c'est en se parlant, on va mieux comprendre ces choses. Et vous avez des experts un peu partout pour faire cela. Merci, monsieur Amaïzo. Avant de terminer, je veux dire que, comme vous le savez, le CS... Cultivons vers une voyance pour la postérité. Que vienne les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Togo debout, luttons sans défaillance, vainquons ou mourons, mais dans la dignité, quand de toi seul nous a exaltés. Du Togo pour la prospérité, Togolais, bâtissons la cité. Il y a un comité dînatoire au bar. Venez déposer dans le panier vos contributions. Vous pouvez venir déposer dans le panier vos contributions.
Et je me chargerai fidèlement de les retransmettre au CSP. Le technicien peut mettre un peu de musique. Le technicien peut-il mettre un peu de musique? Partie technique. Partie technique. Partie technique. N'oubliez pas les contributions. N'oubliez pas les contributions, s'il vous plaît. C'est important. Le panier est presque vide. Hein? Le panier il est presque vide. Oui, j'ai beaucoup d'argent. Ceux qui n'ont